Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Boutry, je suis professeur en administration de l'enseignement supérieur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et je suis accompagné de mon complice de toujours, l'homme qui donne à la tonne, le succulent Sébastien Belland, professeur à cette même faculté mais en mesure et évaluation. Sébastien et moi sommes de grands consommateurs de balado. Personnellement, je suis un amateur fini d'histoire. J'aime ça me faire raconter des histoires, au sens de récit, là. Et l'histoire avec un H majuscule est souvent la meilleure de toutes les histoires. Même si parfois il y a autant de fiction que dans les histoires de fiction, justement. Est-ce qu'on va enfin parler d'histoire dans cet épisode? Non. Nous allons parler d'art. De l'art dans une balado qui annonce dans son titre qu'elle s'intéresse aux sciences humaines et sociales? Est-ce que l'équipe de ASDSHES commencerait déjà à manquer d'idées? Non. Parce que l'art a un impact considérable sur la société et sur les êtres humains. Une de mes balados préférées s'appelle Hardcore History, dont la recherche et l'animation sont assumées par le journaliste Dan Carlin. Carlin n'est pas un historien, et il le répète fréquemment au cours de ses balados, mais c'est un amateur fini des histoires, avec un H majuscule et un H minuscule. Dans le premier épisode de sa série King of Kings, il parle de la situation géopolitique du Moyen-Orient à l'époque biblique. OK, promis, ça vaut la peine. À un moment, Carlin aborde le sujet des bas-reliefs, les sculptures dans les murs, qui ornent les murs du palais d'un roi assyrien, Ashurbanipal, si ça vous intéresse. Et il mentionne que certains sont situés dans des pièces qui servaient probablement à faire attendre les émissaires provenant des royaumes voisins ou éloignés. Comme autant de premières pages de quotidien de l'époque, Carlin mentionne que ces bas-reliefs dépeignent le traitement qu'a réservé Ashurbanipal aux rebelles dans son royaume ou aux contrées qui osaient s'opposer à lui, comme l'avait fait par exemple le peuple des Lames. Carlin présente l'hypothèse de l'art mis au service de ce concept très humain et très sociétal qu'est la diplomatie. Regardez, aux diplomates, ce qu'on a fait aux sociétés et aux peuples qui ont osé s'opposer à nous. Voulez-vous être gentil quand vous allez rencontrer le roi? Bref. Ça a l'air de quelque chose d'historique de très loin, l'époque biblique, mais si on parle d'art et de société, je vous ramène à la fin 1993 et au début 1994. Pour certains et certaines d'entre vous, c'était avant votre naissance, j'assume mon âge. Bref, fin 93, début 94, le débat public aux États-Unis est monopolisé par une autre incursion de l'art dans la société, et non, pour une fois, ce n'est pas la musique, et ce n'est pas non plus le cinéma, ce n'est pas non plus une question de nudité. En 1993, un jeu vidéo fait son entrée sur le marché des consoles. Les consoles qui sont alors perçues, pas les consoles, mais le jeu vidéo en général, qui est alors perçu comme produisant des jouets infantiles et inoffensifs destinés aux enfants, bien, le monde du jeu vidéo en 1993 a accueilli dans les maisons, dans les domiciles, le jeu Mortal Kombat, un jeu de combat individuel déjà extrêmement populaire dans les arcades, loin des milieux familiaux. Son arrivée dans les salons des familles états-uniennes a eu l'effet d'une bombe. Le jeu présente des situations de violence considérées comme gratuites par ses détracteurs, incluant, selon la console, la présence de sang. Bon, OK, il y avait aussi des fatalities plus gore les unes que les autres, en tout cas pour l'époque. Et si j'ai l'air de parler en connaissance de cause, c'est que j'ai eu le débat dans ma demeure. Et en décembre 1993, un sénateur américain a dénoncé l'industrie du jeu vidéo en général et le jeu Mortal Kombat en particulier comme présentant un danger pour la moralité des familles états-uniennes. Le comité du Congrès auquel il s'est adressé a sermonné l'industrie et l'a encouragé fortement à se doter de mécanismes pour, et j'ouvre ici les chevrons, protéger les enfants, or else. Fermez les chevrons. Si vous pensez à la femme du révérend Lovejoy qui s'exclame « Would somebody think of the children? » Ouais, c'est pas mal l'image que j'ai en tête et que j'avais en tête à l'époque. N'empêche, à la fin de l'hiver 1994, l'industrie du jeu vidéo s'est dotée en toute hâte d'un système de classification ressemblant à ceux du cinéma et de la musique, et le jeu Mortal Kombat a inauguré cette nouvelle ère en se voyant attribuer un classement M pour mature. Autrement dit, le jeu devenait interdit aux mineurs. En tout cas, la vente du jeu devenait interdite aux mineurs. Pas longtemps avant, considéré comme un jouet destiné aux enfants, le jeu vidéo a réussi deux choses en 1994. Rappeler la relation ambiguë qu'entretient l'Occident avec la violence, d'une part, et annoncer de la façon la moins subtile possible que le jeu vidéo venait de passer au rang Mais de quoi exactement? Presque 30 ans plus tard, les impacts du jeu vidéo sont visibles partout, en tant que moteur économique, en tant qu'industrie, en tant que moyen d'expression, et même, si vous grattez un peu, en tant que médium de propagande.
Donc, est-ce que c'est un art? C'est à ça que Sébastien et moi avons voulu répondre et c'est ce qui nous a poussé à inviter à l'émission deux experts du domaine, mais cette fois-ci deux expertises différentes. On vous a habitué à des entretiens avec des profs d'université parce qu'on s'intéresse toujours aux dernières avancées en sciences humaines et sociales. Par contre, pour le jeu vidéo, on voulait aussi comprendre l'industrie elle-même. Et ça nous prenait quelqu'un non pas du milieu universitaire, mais provenant de l'intérieur du ventre même de la bête. On reçoit donc aujourd'hui Dominique Arsenault et Jean Caspar. Dominique Arsenault est professeur au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. Il est spécialisé dans la narration et la scénarisation interactive, ce qui implique notamment tout ce qui touche la cinématographie et les genres vidéoludiques, le graphisme, la représentation visuelle dans les jeux vidéo et dans l'animation, les aspects économiques et l'innovation dans l'industrie du jeu vidéo. Et il étudie aussi la musique dans les jeux vidéo, ce qui va être assez intéressant dans quelques minutes, vous allez voir. Il est accessoirement un amateur invétéré de heavy metal, ce qui me le rend immédiatement sympathique. Jean Caspar, notre autre invité, est un diplômé du baccalauréat en enseignement en univers social au secondaire à l'Université de Montréal, qu'une réorientation de carrière rapide, et jamais insisté sur le fait qu'il mentionne rapide, a mené vers une AEC en conception de jeux vidéo, de niveau de jeu, je m'excuse, ce qu'on appelle le level design en bon français, au campus Ubisoft. Et embauché comme level designer par Ubisoft dès l'obtention de son diplôme, ce sont les vrais titres. Je me demande si Ubisoft a son certificat de francisation. Jean Caspar a participé à la production de jeux comme Splinter Cell Conviction, Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal, surtout comme designer de mission, avant de devenir, et là, encore une fois, assistant directeur technique design pour les jeux Far Cry 5 et Far Cry New Dawn. Il travaille aujourd'hui comme directeur technique design chez Eidos Montréal. Il est également un amateur invétéré de heavy metal, ce qui le rend d'autant plus sympathique. Dominique et Jean, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par la première question. On postule pour cet épisode-ci que le jeu vidéo est un art parce que si vous allez voir sur Internet, on appelle le jeu vidéo le 10e art. En quoi est-ce que le jeu vidéo serait un art? Ben, c'est une question que tout le monde se pose, je pense, là. Le jeu vidéo, est-ce que c'est un art en soi? Est-ce que c'est un art unique? C'est sûr que quand la France dit que le jeu vidéo, c'est le 10e art, suivant les 6 arts classiques, le cinéma comme 7e, la télévision, la bande dessinée, le jeu vidéo serait autre chose. Bon, c'est sûr que dans le jeu vidéo, ben, il y a déjà plein de contenus artistiques comme tel. Il y a déjà toutes sortes de pratiques artistiques qui se retrouvent dans le jeu vidéo. La première chose qu'il faut faire attention, je pense, c'est est-ce que c'est de l'art avec un grand A? Parce qu'on a souvent cette espèce de complexe-là. En français, on utilise le mot art. L'art, c'est quelque chose, c'est substantiel. Les Anglais ont une utilisation beaucoup plus libérale de art. En parlant, par exemple, des contenus visuels, des contenus graphiques dans les jeux, ils vont dire le art qu'il y a dans les jeux. Ce n'est pas un jugement de valeur sur ça, c'est de l'art avec un grand A. T'sais. Donc, bon, c'est peut-être une première chose qu'on peut dire. L'art, ça peut être toutes sortes d'affaires. Dans le jeu vidéo, évidemment, on a l'art visuel. Puis ça fait longtemps qu'il y a toutes sortes de transferts. Là. Par exemple, dans la série Final Fantasy, on a l'implication de Yoshitaka Amano, qui est un artiste japonais reconnu, qui dessine les personnages et tout ça depuis longtemps. La musique aussi. Journey a gagné le Grammy pour la meilleure trame sonore en 2012. C'était la première fois qu'un jeu vidéo était nominé et c'est la première fois qu'il a remporté le Grammy. Donc, la musique de Journey, c'est de l'art, on peut le dire, mettons, avec cette grille-là. Le scénario, l'obsession, faire pleurer le joueur. On entend ça dans toutes les conférences professionnelles depuis les années 90. Quand est-ce qu'un jeu vidéo va te faire pleurer? Quand est-ce que le jeu vidéo va avoir son Citizen Kane? Et les gens vont parler de Final Fantasy VII. Je ne fais pas de spoiler, mais ça rend triste, puis ça peut faire pleurer. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des contenus des jeux vidéo. Puis oui, les gens ont des scénarios, mais il y a d'autres choses qui ont des scénarios. Il y a des choses qui ont de la musique, il y a d'autres choses qui ont de la musique, etc. Qu'est-ce qui est spécifique aux jeux vidéo puis qui en fait un art différent? Bien, la première réponse, on pourrait dire que le jeu vidéo réalise le rêve de l'œuvre d'art totale. Ce que Richard Wagner utilisait pour construire ses opéras, c'était l'idée du Gesamtkunstwerk. Mon allemand n'est pas bon, mais c'est l'œuvre d'art totale qui fait la synthèse de tous les arts. Finalement, le jeu vidéo fait un peu ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de spécifique et d'unique dans le jeu vidéo. On pourrait dire que le jeu vidéo, c'est l'art de l'interactivité, c'est l'art de la simulation. Le cinéma disait qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce qu'on représente quand on représente le monde? Ben, c'est le mouvement, c'est de voir la vie à l'écran, entendre les sons synchrones avec le cinéma sonore. Le jeu vidéo pourrait dire qu'est-ce que c'est la vie? Ben, c'est quelque chose sur quoi on agit, c'est des actions qu'on pose. Donc, le jeu vidéo nous invite à considérer que l'agir est quelque part au centre du sens de la vie.
Après, bon, il y a des gens qui vont. C'est pas parce qu'on dit que le jeu vidéo est un art théoriquement que tous les jeux sont des œuvres d'art, comme le cinéma produit vraiment pas juste des chefs-d'œuvre puis des Citizen Kane. Tu as tout à fait raison sur toute la ligne. Je pense que déjà en partant, c'est quoi l'art? C'est de créer pour susciter une émotion humaine. De cette définition très simpliste et très limitée, oui, le jeu vidéo est un art. Est-ce que les jeux vidéo sont des œuvres artistiques? Comme tu dis, je pense que Marvel ne produit pas des œuvres cinématographiques artistiques, comme Call of Duty n'est pas une œuvre d'art. Oh, shots Ben, fired. Bon, après, chacun son point de vue. Mais oui, il y a des œuvres purement mercantiles, puis il y a des œuvres qui sont là avouées comme étant des œuvres d'art dont le but est de susciter des émotions. Et tu as nommé Journey comme exemple. Je pense que c'est le meilleur exemple des 10 dernières années. Journey ou son prédécesseur Flower. Oui. Il se passe à peu près rien dans ce jeu. Le joueur ne fait que suivre. Il ne fait qu'avancer par lui-même et suit des choses sans aucune direction précise, mais il sait toujours où aller. L'univers réagit aux joueurs qui avancent, que ce soit par des éléments visuels, la musique. Et puis, le Journey, d'un point de vue purement graphique, est absolument hallucinant. C'est simpliste, mais d'une beauté. Oui, ce sont des expériences audiovisuelles interactives qui nous invitent à contempler la beauté du monde qui nous entoure. On est loin de Pac-Man, puis du score, puis tout ça, mais c'est un genre, disons, d'expérience que le jeu vidéo fait, effectivement. Mais c'est intéressant la façon dont vous l'amenez parce que vous ramenez l'art, tous les deux, vous ramenez l'art à ses composantes plus classiques justement, d'expérience visuelle, d'expérience musicale, d'expérience. Tout à l'heure, on parlait de scénarisation, puis éventuellement, c'était une sous-question à laquelle je voulais en arriver, mais si la scénarisation cinématographique est reconnue comme une partie de l'art cinématographique, est-ce que ça fait de Hideo Kojima un artiste? Excuse-moi de rire, là, mais... Non. Je sais que tu as fait clairement exprès de nommer Kojima. Non, pourquoi tu oui, tu connais ma relation particulière avec Kojima que je déteste profondément. C'est mon Lars von Trier. Parce qu'il a des processus narratifs très, très particuliers. J'aime pas du tout ce qu'il fait, mais je considère que dans le monde du jeu vidéo, c'est un très, très grand artiste. Il fait des choses. Personne d'autre ne fait les choses à la Kojima. Comme un Von Trier, comme un Tarantino, tu reconnais son style. Après, le problème avec Kojima, c'est que tu ne joues pas à un jeu vidéo, tu regardes les cinématiques. Il a un style, puis il suscite, comme je dis, il suscite des émotions. Dans mon cas, c'est le dégoût, la colère, parce que ça me fait chier. Mais ça marche très, très bien. Et puis, il a une horde de fans absolument enragés. Mais c'est exactement là où Dominique parlait du fait qu'une des choses qui rend le jeu vidéo peut-être un art en soi, un 10e art, c'est cette notion d'interactivité. Mais même si on pense à jeu vidéo comme étant toujours et là, c'est soit parce que les gens ont probablement le souvenir des plateformes 2D de leur adolescence, là, mais vous avez donné l'exemple de Journey d'un côté. Je ne suis pas d'accord avec le fait que Jean dit que si on regarde juste des cinématiques dans les jeux, il y a beaucoup de cinématiques, mais c'est pas. Mais il y a un autre niveau que sont tous les jeux avec des comment il appelle ça, des time events, où tout ce que tu fais, c'est regarder Until Dawn était un exemple, où il y avait le butterfly effect, oui, mais dans le fond, tout ce que tu fais comme jeu, c'est de peser un des 4 boutons à un certain moment dans le jeu. Tu ne bouges pas tant que ça. Il y a des niveaux d'interactivité. Qu'est-ce qui fait que d'un côté, un Journey versus un Final Fantasy VII versus Metal Gear Solid, OK, Metal Gear Solid 5, c'est de la merde, on s'entend tous. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces trucs-là, et si vous allez sur PlayStation Store ou si vous allez sur Steam, et tous les jeux indépendants avec des nouveaux concepts, comment on fait pour dire que tout ça, ce sont des jeux?
Ben, comment on appelle ça? Le champ définitionnel, dans le fond, que le jeu vidéo couvre est extrêmement large, contrairement au cinéma. Aujourd'hui, quand on parle de cinéma, là, spontanément, ce qui nous vient en tête, c'est quoi? Le long métrage de fiction. Pourtant, ce n'est qu'une des formes du cinéma. Évidemment, le cinéma documentaire qui a un regain de popularité depuis Netflix, depuis la vidéo on demand, avec l'Internet, ça marche bien. Le film expérimental, le film de famille. Est-ce que le mot cinéma recouvre toutes les formes d'audiovisuel? Ben non. Il y a des choses qui vont être des images en mouvement qui sont, je ne sais pas, des caméras de sécurité, mettons. Ben, ce n'est pas du cinéma. Le jeu vidéo, dans son utilisation courante, c'est à peu près toutes les expériences qu'on contrôle. Et il y a de plus en plus de jeux qui se présentent aux frontières du jeu vidéo. Par exemple, un de ceux-là, c'était Mountain. Donc, c'est un jeu dans lequel tu regardes une montagne, puis tu peux bouger la caméra autour de la montagne. Puis là, il y a des gens qui disaient, c'est pas un jeu, c'est un screensaver. Puis bon, est-ce que c'est un jeu ou pas? Qui a le droit d'appeler ça un jeu, etc. Ce que ça met en lumière, c'est pas tant que le jeu vidéo, c'est tout et n'importe quoi. Je veux dire, c'est un fait parce que c'est comme ça qu'on les décrit, c'est parce qu'on les distribue sur des plateformes. Est-ce que tout ce qui se vend sur Steam est un jeu vidéo? Ben non, il y a des applications. Par exemple, Ace Sprite qui sert à faire du pixel art se vend sur Steam, mais c'est un logiciel. C'est pas bon. Donc, c'est pas juste une question de plateforme, mais ça vient un peu colorer notre perception de ça. Mais ce que ça met en lumière surtout, c'est le fait que le jeu vidéo répond à différents types d'esthétiques. Il y a ses catégories, il y a ses genres, il y a ses provinces. On parle de, bon, est-ce que Metal Gear Solid est une œuvre d'art? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est une œuvre d'art vidéoludique? Ben, un peu, mais pas tant. C'est surtout une œuvre d'art de mise en scène cinématographique. On est plus proche de la province du cinéma interactif, qui était actif dans les années 90 avec des jeux comme Myst, par exemple. Les premiers environnements immersifs dans lesquels tu contemples le paysage, tu regardes des cinématiques, des séquences préenregistrées où l'interactivité est suspendue temporairement. Tu sais, les bandes noires qui apparaissent en haut et en bas de l'écran quand il y a une cinématique qui s'ouvre dans un jeu, c'est un signal, c'est le letterboxing du format de l'image cinématographique. C'est un signal qui dit « Oh, stop le gameplay, là, on rentre en mode cinéma ». Fait que ça, c'est un type d'esthétique, mais le jeu qui revient tout le temps quand on parle du jeu vidéo en tant que média, en tant que forme d'art, c'est Tetris. Tetris, il n'y a pas de scénario. Tetris, il y a des graphismes tout à fait rudimentaires et pourtant, Tetris, c'est une expérience unique. Et je pense qu'on peut considérer que Tetris est une forme d'expérience artistique et son esthétique est tout à fait différente, mais elle ressemble à d'autres jeux qui ressemblent à ça. Par exemple, 2048, le jeu où est-ce que tu combines des tuiles là, avec des additions et tout ça. C'est un jeu qui était super populaire 2010 ou quelque chose comme ça, là, mais ça fait longtemps maintenant, hein, 2010. Tu glisses des tuiles de 2, puis là, ça devient des tuiles de 4, puis là, ça devient des tuiles de 8, puis de 16, puis il ne faut pas que ton damier se remplisse. Fait que, bon, c'est un type d'expérience qu'on peut décrire comme étant une certaine forme de minimalisme, puis une expérience de type systémique, plus qu'une expérience de type narrative ou qu'une expérience de type contemplative. C'est super intéressant, les boys. J'aimerais aller vers, en fait, c'est deux séries de questions. Donc, la première est plus donc posée à Jean. J'aimerais qu'on nous parle, en fait, de la taille de l'industrie actuelle. Donc, où en est l'industrie au Québec, à Montréal, en région périphérique autour de Montréal? Puis aussi, j'aimerais savoir comment cette industrie-là a évolué dans les 20 dernières années. Ben, j'ai pas de réponse aussi précise que ça. Évidemment, bon, c'est quand même une grosse industrie, là, on s'entend. En ce moment, par exemple, au Québec, en 2021, il y a à peu près 13 000, entre 13 et 14 000 emplois directs dans le jeu vidéo. Une augmentation un peu moins de 1000 dans les 2 dernières années, mais la croissance est quand même constante. Donc, dans les 20 dernières années, disons avec Ubisoft Montréal qui s'est établi en 97, il n'était qu'une poignée de développeurs. Il y avait, avant l'arrivée d'Ubisoft, un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas joui des mêmes conditions. Hein. Le gouvernement du Parti québécois a développé son plan de recrutement pour accueillir Ubisoft. Il y a toute une histoire et une saga derrière ça. Mais avant les premières entreprises au Québec, il y avait Logidisc. Logidisc faisait des publicités dans le magazine Crow. C'est fondé par Louis-Philippe Hébert, qui était un littéraire, en fait, qui s'intéressait à l'informatique comme manière de communiquer soit des histoires, des programmes de bureautique, mais ils ont développé quelques jeux d'aventure qu'on appelle des jeux textuels, essentiellement, qui étaient édités, qui étaient rédigés par des journalistes, par des auteurs, par des poètes. Donc, c'est vraiment tout un secteur qui est un peu disparu avec le passage vers le graphisme et les jeux d'action. Mais on a eu Megatoon qui était à Québec, qui commençait à faire du jeu vidéo. Abstract, c'est à Trois-Rivières. Donc, quelques petits studios comme ça,
Mais c'est vraiment quand Ubisoft arrive en 97 que là, le gouvernement dit on va appuyer l'avenue d'un géant, on va faire une politique de crédit d'impôt, on va l'étendre au reste de l'industrie. On doit souligner aussi Kutoka Interactive qui faisait des logiciels comme Mis à la souris, dans mon souvenir, c'est ça la série, puis Adibou, puis des choses ludo-éducatives comme ça pour les enfants. Qui était là avant Ubisoft. Puis là, évidemment, à partir de l'arrivée d'Ubisoft, ben là, l'industrie explose. Puis là, peut-être que Jean, tu as des chiffres un peu là-dessus ou tu as participé aussi à cette éclosion-là, là, c'est-à-dire toute l'avenue des autres entreprises qui viennent débarquer ensuite après Ubisoft. Oui, tout à fait. Tu vois, quand j'ai commencé en 2007, Ubi, on était 1008 à peu près. Aujourd'hui, ils sont rendus presque 5000. Ben, Ubi Montréal, toute seule, représente à peu près 1/6 de l'industrie au Canada. Oui, puis la moitié de l'industrie canadienne est au Québec, en fait. Puis ben là, peut-être que les proportions changent légèrement d'une année à l'autre, là, mais pendant longtemps, c'était plus de 50 %. Fait que là, peut-être qu'on est rendu 45 %, mais en tout cas, ça ne devrait pas être très loin. Je sais pas les chiffres En fait, moi, ce que j'ai ici, c'est 70. 70 % En 2020, oui. Ben, c'est de la production de tous les studios au Canada. OK. Est-ce que c'est Montréal? La grappe de Montréal. Parce que c'est. Vas-y, excuse-moi. Est-ce que c'est la production, c'est-à-dire les jeux qui sont parus? Est-ce que c'est le nombre d'employés? Est-ce que c'est le nombre de studios? Le Québec représente 70 % de la production de tous les studios du Canada. Ah, c'est le Québec qui représente 70 %. OK, donc c'est Montréal et l'autre grappe qui est à Québec. Parce que ce que Dominique disait au sujet de le Parti québécois en 97 a créé ce qui a mis la table pour la Cité du multimédia, les partenariats avec la Ville de Montréal, ça découle d'un concept du Parti libéral, de Gérald Tremblay, qui lui capotait sur la question de l'innovation découle de la mise en commun, puis a créé le concept de grappe industrielle. Il en reste 3, l'aérotechnique, on en avait 4 avec le biopharmaceutique. Quand on avait le biopharmaceutique, aéronautique, jeux vidéo, puis il m'en manque un, le développement durable, bien, le jeu vidéo a tout remboursé en termes de revenus sur le PIB. Ça a pris 10 ans avant qu'il rembourse. Donc, depuis 2007, tout l'argent qui a été mis par l'État en crédit d'impôt et tout, la société québécoise est dans le noir avec ça. C'est une chose que les gens oublient fréquemment en parlant des crédits d'impôt. Effectivement, ça aide l'industrie puis ça encourage l'industrie québécoise énormément. C'est un avantage compétitif absolument hallucinant. Mais moi, j'avais lu récemment que chaque dollar qui a été mis par le gouvernement du Québec lui a été revenu 3 à 4 fois. C'est un investissement absolument hallucinant là, en termes de PIB, de recettes fiscales, de revenus directs et indirects. C'est ça aussi qu'on ne parle pas beaucoup. Tu parlais tantôt de 13 à 14 000 emplois directs. Donc, ça, c'est des emplois liés directement à la production du jeu. Mais il y a autre chose autour. Il y a toute l'industrie de l'infrastructure qui s'est développée à Montréal où on est un des centres de développement pour tout ce qui est fibre optique, pour tout ce qui est développement de plus. Ça, c'est des choses que tu vois dans ton travail? Moi, directement, non, parce que moi, je suis vraiment dans la production. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est externe, mais effectivement, on le voit, le nombre de sous-traitants de compagnies, que ce soit Vidéotron, par exemple. Vidéotron est plugué directement dans Ubisoft. Et Ubisoft a comme un lien direct avec le système de fibre optique de Vidéotron. Il y a pas normalement, il y a des hubs à tous les niveaux pour passer du système à la maison, par exemple. Les intermédiaires ont été coupés pour permettre à une entreprise de 5000 personnes, entre autres, de travailler à distance, mais pas juste de travailler à distance. Là. On parle de travailler avec l'étranger en direct, que ce soit en Europe, en Asie, etc., de partager des builds, qu'on parle de millions de gigs par jour là, qui sont échangés. Ça prend une infrastructure, puis ça prend des systèmes extérieurs à la compagnie qui fonctionnent. Après, il y a aussi les emplois qui sont induits par la présence de ces employés. Le Myland est un excellent exemple. Le Myland vit et croît, entre autres, à cause d'Ubisoft. Quand tu as plusieurs milliers de personnes qui, tous les jours, vont luncher au restaurant,
ça t'en fait les emplois. Puis il y en a des restaurateurs qui sont mécontents depuis 2 ans. Là. C'est pas il y a chez les jeunes un peu moins, mais est-ce que, là, je demande aux deux, mais aussi à Dominique, parce que tu as un côté économique à ce que tu étudies, la main-d'œuvre en jeu vidéo, c'est pas une main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre qui est scolarisée, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, là. C'est pas juste j'aime ça travailler sur les jeux, j'aime les jeux vidéo, fait que je vais aller travailler en jeu vidéo. Il y a une composante de formation qui fait que tes salaires, mettons que tu commences pas au salaire minimum, je suppose, puisque tu sors avec une certaine qualification. Ça dépend des métiers, ça. OK. Tu as toute une gamme d'emplois pour faire un jeu vidéo, que ce soit évidemment des programmeurs, qui est pas mal la base. Donc oui, ça sous-entend une scolarisation assez très élevée. Puis tu as des artistes, donc qui ont une formation souvent artistique, mais tu as des testeurs qui souvent ont pas ou peu de formation spécifique. Parce que, a priori, tu n'as pas besoin de formation spécifique pour purement tester un jeu. Mais après, ces gens-là sont souvent des gens motivés qui ont un parcours connexe ou qui n'est pas du tout connexe, mais qui sont scolarisés quand même. Parce que c'est une des portes d'entrée pour faire le métier qu'eux ont envie de faire éventuellement, sans passer par des études spécifiques. Oui, c'est sûr qu'au niveau industriel, il y a beaucoup de types d'entreprises de formats différents, puis il y a une culture d'entreprise qui diffère d'un endroit à l'autre aussi. Par exemple, la mobilité, à savoir si je rentre comme testeur, est-ce qu'éventuellement je peux devenir game designer et tout ça, ça dépend beaucoup du studio pour lequel tu travailles. Puis, ce n'est pas tous les endroits qui vont offrir une telle mobilité intermétier, disons. Puis, il y a beaucoup, mais ça, c'est le combat, en fait, de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie veut quoi? Produire des jeux. Produire des jeux, ça demande du personnel. Le personnel, il faut qu'il soit formé dans des institutions d'enseignement puis un système scolaire qui produit des diplômés. Et après ça, il y a l'enjeu de la rétention du personnel. Pendant longtemps, puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, pendant longtemps, le jeu vidéo, c'était pratiqué par des jeunes qui diplôment, qui s'investissent corps et âme dans leur métier parce que c'est une passion qui les fait vivre. Et puis, après 10 ans dans l'industrie, peut-être que tu as envie de fonder une famille, tu as peut-être envie de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quel genre d'emploi tu peux avoir qui vont t'assurer une certaine qualité de vie et du temps pour élever tes enfants? Peut-être acheter une maison, peut-être déménager en dehors d'un grand centre urbain pour avoir plus d'espace. C'est difficile. Fait qu'il y avait un gros niveau de burn, où est-ce qu'on brûle les employés finalement, puis on doit les renouveler constamment. Et puis, ce renouvellement-là ne peut fonctionner que si tu es dans une ville qui a un grand bassin de diplômés réguliers. Donc, ça prend un système d'éducation robuste. Fait que ça, c'est une des choses qui a attiré beaucoup les entreprises à l'étranger aussi à venir s'installer à Montréal. Il y a, oui, les crédits d'impôt, c'est important, mais il y a aussi le fait qu'il y a 4 universités et donc beaucoup de cégeps avec des coûts de scolarisation faibles, donc beaucoup de diplômés par année. Donc, un bassin de diplômés. C'est pour ça aussi qu'Ubisoft avait investi dans le campus Ubisoft, qui est un partenariat qu'il faisait avec le Cégep de Matane, l'Université de Montréal, puis d'autres institutions, je pense Sherbrooke aussi en faisait partie, pour former des gens qui seraient vraiment formés pour l'industrie du jeu vidéo. Et ça avait soulevé quand même des passions à l'époque, parce qu'on disait, ben là, c'est-tu un genre de pipeline de formation subventionné par l'éducation québécoise pour les besoins d'Ubisoft? Et la réponse est oui. Pas publiquement. Hein. Publiquement, la réponse, c'est non, non, nous, on forme des diplômés pour le secteur, puis Ubisoft va essayer de les recruter, évidemment, mais ils pourront faire leur choix et tout. Mais disons que le pipeline, il était présent. Moi, j'enseignais 1 an au campus Ubisoft, puis c'était, en tout cas, c'est ça. Bref, le tremplin était tout préparé pour ça. Fait que, je te le confirme totalement. Oui, c'est ça. Moi, j'y ai étudié. Là, puis, oui, quelle année? En 2017. Ah, j'ai été chargé de cours là en 2008. Puis ouais, c'est ça. On s'est manqué d'1 an. J'enseignais le cours de narration et jeux vidéo, qui était le séminaire qui n'avait pas trop de rapport, là, selon le responsable du programme lui-même. Il disait, c'est le séminaire qu'il faut qu'on coupe éventuellement. Là. On l'a mis là parce que blabla, mais tu sais, ça n'a pas sa place dans un DSS en design de jeu. Parce qu'il y avait plusieurs programmes au campus Ubisoft. Là. Il y avait un DSS en design de jeu, puis je pense qu'il y avait une AEC en design de niveau, c'est ça? Il y avait 3 AEC en design de niveau, en animation, en modeling. Il y avait effectivement le DESS. Je ne me souviens pas si on avait ce cours-là, mais samedi, on avait un cours semblable, nous aussi, en conception de niveau. C'est super pertinent d'avoir. Bon, peut-être pas pour un DESS, là, ouais, qui était majoritairement des programmeurs.
Ouais, mais effectivement, tu sais, pour le design de niveau, c'est comme comment tu vas mettre en scène les événements qui sont supposés se passer. Tu sais, ça te prend un sentiment du storytelling, du pacing, puis justement de la mise en scène. Tu sais, comment tu éclaires tes corridors pour inciter le joueur à passer d'un endroit à un autre, comment tu stages l'environnement dans lequel l'événement va se passer. Ça, Jean, tu peux nous en parler plus, mais je voulais juste mettre sur la table le fait que ça demande aussi des équipes interdisciplinaires. Puis ça, c'est assez spécifique parce que ça te prend, tu sais, les industries technologiques, souvent, ont des travailleurs spécialisés en technologie, puis l'interdisciplinarité dans leur tête, c'est le physicien qui fait la conception des microcircuits, puis le chimiste qui fait le design de, tu sais, mais c'est de l'interdisciplinarité assez homogène, si je peux dire, là, dans les mêmes secteurs, disons. Tandis qu'en jeu vidéo, tu sais, ça te prend des bases en psychologie quand tu fais le design de jeu pour savoir comment tu vas mettre à profit la motivation du joueur à poursuivre soit une récompense intrinsèque, soit une motivation extrinsèque. Ça te prend un sens de la narration, comment tu vas construire un scénario. Ça te prend de la direction artistique. Puis souvent, ça te prend des personnes qui ont des portfolios partagés entre 2-3 affaires différentes. Ce qui fait qu'il y a des formations spécialisées en jeux vidéo pour, comment je dirais ça, les aspects plus techniques, là, genre le design de niveau, genre la programmation des systèmes, genre la programmation des outils. Mais souvent, on va aller chercher des gens qui ont un profil qui est au moins ouvert vers autre chose. Donc, les combinaisons majeures-mineures, par exemple, majeur en programmation, mineur en études du jeu vidéo, ben là, tu as comme un tour d'horizon, puis en même temps une majeure en programmation. Mais cet appétit-là pour des gens qui ont une culture générale forte et, je pense, très répandue dans l'industrie. Je seconde tout à fait. C'est entre autres pour ça que j'ai été accepté au campus Ubisoft. C'est ma formation, que ce soit mon DEC en sciences, mon bac en enseignement, l'histoire géo. C'est des profils qui sont très, très attirants. Quand on regarde tous les métiers qui sont hors programmation, que ce soit les game designers, la plupart des métiers artistiques, il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont pas de formation spécifique en jeux vidéo. Évidemment, les artistes, souvent, ont un background artistique, que ce soit de par leur intérêt, des formations en art plastique, en art visuel, etc. Mais ça fait longtemps qu'il y a des formations pour ça. Donc, le jeu vidéo était juste un débouché de plus. Mais après, on regarde les game designers, par exemple, jusqu'à très récemment, il n'y a pas de formation spécifique en game design. Donc, ça sous-entend un grand intérêt pour le jeu en général. C'est souvent des grands fans de jeux de table, de jeux de rôle. Il y a des passions communes quand même qu'on retrouve sans nécessairement avoir de formation, mais effectivement, le nombre de métiers différents qui se retrouvent dans la production d'un jeu vidéo requiert des connaissances et des acquis spécifiques. Puis après, il y a des choses qui se forment sur le tas aussi. Moi, mon métier spécifiquement en termes en tant que directeur technique design, c'est pas un métier qui s'apprend. Tu as des profils différents, tu as des directeurs techniques qui viennent de la programmation, donc, puis d'autres qui viennent du côté plus design, donc plus créatif. Moi, mon métier, c'est de faire le pont entre les designers et les programmeurs. C'est deux langages qui ne se comprennent pas nécessairement. Chacun a sa façon de penser, mais le but, c'est toujours que les designers soient capables de mettre dans le jeu ce que la direction créative veut faire. Puis moi, mon métier requiert de savoir plein de choses que je touche autant à la programmation, même si je lis un code, mais c'est pas mal tout. Je parle pas le C++, mais je peux le lire, mais je fais beaucoup de design de par ma formation et de par la nature de mon travail. Il faut que je touche à l'animation, le modeling 3D. Je suis vraiment, nous, on est vraiment central à la production. Et si je devais avoir été formé pour toutes les affaires que je sais, je serais aux études jusqu'à la fin de ma vie. Là. Merci. On va aller vers un autre bloc, en fait, de questions. J'envoie le micro du côté de Dominique. Évidemment, Jean, tu interviens quand tu veux. Notre collègue Marc-André Etier est un historien donc, qui est au département didactique ici à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Il a travaillé sur Assassin's Creed.
Et Marc-André me racontait que les jeux vidéo sont utiles pour favoriser les apprentissages historiques. Et là, il y a des corpus de textes, donc des études scientifiques qui étudient l'impact des jeux vidéo ou finalement différents éléments autour des jeux vidéo. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça ici. Comment on a étudié, qu'est-ce que la recherche dit sur les jeux vidéo? Mon Dieu, vaste question. Vaste question. Disons un petit peu de background. Là. En fait, ça fait longtemps, depuis que le jeu est populaire, que les fans de jeux n'aiment pas qu'on reproche aux jeux vidéo des effets négatifs. Les effets négatifs du jeu vidéo, c'est quoi? C'est une perte de temps, c'est un passe-temps qui n'est pas constructif, c'est la culture des écrans, tu vas t'abîmer les yeux. Dans les années 70, ça va abîmer la télévision parce que les couleurs de l'Atari sont trop vives. Ça nuit au sport, etc., etc. Donc, toutes ces critiques-là perdent l'attention. Il y a une étude qui vient de paraître là, par des psychologues ou des chercheurs en psychologie. Là. Je ne sais pas si ce sont des psychologues, ils sont peut-être neuro, etc. C'est à savoir que le jeu vidéo favoriserait l'apparition et la formation des symptômes du trouble de déficit de l'attention. Il y a quelques années, c'était une recherche qui indiquait que si on se fiait à des systèmes d'orientation automatisés comme des GPS ou des mini-cartes ou des Blue Lines, là, des Golden Lines qui apparaissent dans les jeux pour t'amener vers la résolution de la quête, si tu faisais ça à long terme, ça amenait une atrophie de l'hippocampe parce que tu te fiais moins à des repères environnementaux. Mais bon, ce genre d'études-là, ah, mon Dieu, je pourrais en parler tellement longtemps. Ce genre d'études-là concerne des problématiques qui dépassent largement le jeu vidéo. Là. Les GPS en voiture, c'est la même chose, ainsi de suite. C'est vraiment tout le système de l'attention visuelle. Fait que c'est des questions transversales. Le jeu vidéo sert d'objet pour aborder ça. Maintenant, pour les critiques particulières du jeu vidéo, il y en a eu plusieurs, évidemment. Et puis, donc, c'est sûr qu'on a une réaction défensive quand on est amateur de jeux vidéo. Comme moi, comme vous, moi, je ne pense pas que ma passion pour le jeu vidéo est problématique dans ma vie. Je pense qu'au contraire, elle m'a apporté beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'impacts positifs aussi du jeu vidéo. De manière classique, on parle d'une meilleure coordination sensorimotrice pour la coordination œil-main. On parle de développer la logique spatiale. Il y a des recherches qui ont montré qu'en faisant jouer des filles assez longtemps à des jeux vidéo par semaine, ils rattrapaient l'écart qui était constaté depuis des années entre les capacités de visualisation spatiale tridimensionnelle entre les garçons et les filles, qu'on attribuait souvent à la socialisation différente qu'on faisait des garçons et des filles. Semble-t-il qu'en faisant jouer des filles pendant 2 ans à des jeux vidéo tant d'heures par semaine, on arrivait à aplanir cette courbe-là qui était née par la différence d'éducation. Fait que ça, c'est très positif, évidemment. Moi, je pense qu'une des choses dont on parle peu, c'est comment le jeu vidéo, c'est la meilleure porte d'entrée vers la méthode scientifique. Parce que quand tu fais face à un jeu vidéo, tu ne connais pas les règles, tu ne sais pas comment le système fonctionne, tu avances, tu ne te fies pas trop à tes perceptions visuelles parce que tu sais que des fois, les polygones passent à travers le mur, parfois, il y a quelque chose qui fait partie de la map mais qui ne devrait pas. Fait que tu arrives à questionner, à former des hypothèses, à les tester, puis à faire des raisonnements inductifs, déductifs pour voir comment le système fonctionne, puis progresser, puis t'orienter là-dedans. Fait qu'il y a toutes sortes de côtés positifs et négatifs. Ce que je voulais peut-être juste dire pour mettre la table, c'est que quand la Cour suprême des États-Unis s'est penchée sur la question de la violence dans les jeux vidéo, ça c'est un sujet qui revient tout le temps, même si tu ne t'intéresses pas à la question, tu vas être obligé de t'y intéresser parce que tout le monde te questionne à savoir est-ce que ça rend violent ou pas. Il y a tel événement qui est survenu dans l'actualité, peut-être qu'un jeu vidéo est lié à ça. Ça fait tout ça le jeu vidéo, ça rend-tu violent? On ne peut pas répondre à des questions comme ça à brûle-pourpoint, évidemment. Mais une des choses que la Cour suprême avait déterminées, c'est que le jeu vidéo, en fait, peut, oui, représenter des contenus de manière violente, comme les œuvres littéraires, comme les œuvres cinématographiques, etc. Le décorum dans les œuvres d'art, ce n'est pas quelque chose qui a une assise légale. Donc, qu'est-ce qui est de bon goût et de mauvais goût? Ce n'est pas quelque chose qui existe, même si le gouvernement canadien a mis à jour la loi sur la bonne morale et le goût qui a été révisée sous Stephen Harper puis qui a mené à des poursuites comme, par exemple, ce qui est arrivé à l'auteur de Hansel et Gretel au Québec il n'y a pas longtemps, c'est en vertu de cet article-là de la loi canadienne. Bref, la Cour suprême conclut que c'est vrai que le jeu vidéo fait des choses de manière particulière parce que la grande inquiétude, c'est que le jeu vidéo, c'est interactif, donc on te pousse à commettre des actions en tant que joueur qui peuvent être répréhensibles. Donc, tu ne regardes pas quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est toi qui tues quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a une certaine panique morale qui vient avec ça. Et ce que la Cour suprême conclut, c'est que le jeu vidéo peut utiliser ses œuvres, ses méthodes d'expression particulières et propres à lui-même, comme l'interactivité, et qu'il n'y a pas lieu de légiférer a priori sur le fait que ça serait plus ou moins dangereux que ce que la littérature fait de particulier ou ce que le cinéma fait de particulier. Ceci dit, elle reconnaît aussi que le jeu vidéo fait partie
des pratiques discursives. Les jeux vidéo parlent et donc tombent sous les protections qui sont offertes aux États-Unis pour le free speech, la liberté d'expression. Donc, les jeux vidéo expriment des contenus. Fait qu'évidemment, quand on est fan de jeux vidéo puis qu'on apprend cette nouvelle-là, on dit, bon, enfin, il y a justice en ce monde. On reconnaît que c'est vrai que les jeux vidéo, ce n'est pas juste un divertissement ou un passe-temps. Il y a quelque chose qui vient là-dedans. Il y a des discours, il y a des choses qui sont affirmées. Mais ça vient avec le fait que s'il y a des choses qui sont affirmées, s'il y a des discours et s'il y a des contenus, il y a une responsabilité qui vient de la part des créateurs. Qu'est-ce qu'on dit dans ces jeux-là? Puis on ne peut pas juste se dédouaner en disant « bof, c'est juste pour le fun de toute façon ». Qu'est-ce que ça fait qu'on ait des récits dans lesquels la violence est la solution à tout? Ça peut être des effets négatifs. Il faut être prêt à le regarder quand même. Maintenant, il va falloir évidemment qu'il y ait de la science qui se fasse à ce niveau-là avec des protocoles clairs, des corpus ciblés et ainsi de suite. Fait que, bon, c'est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est périphérique ou si c'est un peu ce à quoi tu voulais arriver, là, parce que j'ai un peu oublié ta question. En fait, la question... Ma question, Dominique, c'est de savoir, peut-être si on peut faire un peu de pouce là-dessus, si finalement il y a des journaux scientifiques, s'il y a de plus en plus de gens, s'il y a des chaires de recherche sur le sujet. Donc, la recherche sur les jeux vidéo, c'est un champ d'études en ce moment. Je présume qu'elle s'en va vers la maturité, mais peut-être que tu pourrais... En fait, c'est un champ d'études qui est déjà constitué. En 1997 paraissent les premiers livres qui s'intéressent aux jeux vidéo spécifiquement. Puis, début des années 2000, c'est le début de la DIGRA, la Digital Games Research Association. Donc, un colloque international annuel, des revues scientifiques. En anglais, c'est Game Studies, qui est la revue numéro 1, mais il y a Games and Culture, il y a toutes sortes d'autres revues spécialisées là, dans les sous-disciplines. Il y a des sociologues qui font de la recherche sur les jeux, qui sont en sociologie puis qui font une étude par-ci par-là sur le jeu. Mais il y a aussi des gens qui s'y ont été formés en Game Studies. À l'Université de Montréal, on a la mineure puis la majeure en études du jeu vidéo. Donc, ce n'est pas une filière programmation ou art visuel ou design. Ce n'est pas une filière pratique, c'est vraiment une filière théorique qui donne la vue d'ensemble. L'histoire du jeu vidéo, quelles sont les questions théoriques soulevées par le jeu vidéo, les liens entre le cinéma et le jeu vidéo, l'immersion, les pratiques de l'immersion, c'est quoi? Ça remonte jusqu'aux œuvres, les fresques, les œuvres picturales. Il y a toutes sortes de traditions de l'immersion. Donc, c'est un peu cette approche-là de culture générale. Les chercheurs viennent de tous les domaines. Sciences humaines, oui, il y en a. Sciences sociales, mais il y a aussi toutes sortes, évidemment, de recherches appliquées là, qui viennent de gens en informatique ou en modélisation, en animation 3D, qui vont avoir des nouveaux protocoles puis des nouvelles choses comme ça. En français, ça se fait aussi. On a la revue Sciences du jeu, qui est une revue internationale co-dirigée par Bernard Perron de l'Université de Montréal et Gilles Bougère de Paris 13, qui publie un numéro souvent et les articles sont foisonnants. Si vous allez regarder Sciences du jeu, c'est en libre accès, disponible sur Internet. Donc, vous pouvez regarder un peu les titres des articles. Là, c'est très, très, très éclaté. Là. Ça va d'un article sur la notion de jeu dans les pratiques BDSM et dans le jeu vidéo versus un article qui va parler de, je ne sais pas moi, la sociologie des gens qui jouent à tel type de jeu particulier ou l'étude des règles, comment est-ce que la communauté des joueurs voit la triche et la stratégie et la ruse. Donc, il y a tout un livre publié là-dessus avec plein de chapitres dedans. Il y a toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'il y a un lien entre le monde scientifique de la recherche et la pratique du jeu? Je pourrais poser la question à Jean de savoir, as-tu déjà eu est-ce que vous voyez la recherche passer? Puis de la même façon, Dominique, est-ce que vous avez des liens avec les gens qui pratiquent le métier ou la profession? Moi, directement, non. Ça ne fait pas partie du cadre de mon travail. Par contre, effectivement, beaucoup dans le user research, les études de marché, les choses comme ça, il y a beaucoup d'études scientifiques ou parascientifiques, là, si on veut, qui se font beaucoup par rapport à étudier le comportement du joueur, les intérêts des joueurs, les motivations des joueurs, ces choses-là. Il y en a énormément qui se fait. C'est parfois ce qui va make or break un projet qui est en gestation. Parce que, pour une raison X, l'orientation qui a été prise ne cadre pas avec soit les motivations des joueurs ou les intérêts des joueurs, évidemment, qui évoluent. Donc, à ce moment-là, combiné avec les intérêts des investisseurs. Évidemment, c'est toujours... en fait, les entreprises qui utilisent ce genre de recherche-là sont assez grosses pour avoir des investisseurs. C'est sûr que les indies qui sont 4 à la maison, je veux dire, ils peuvent effectivement faire des recherches par eux-mêmes puis trouver de la littérature sur Internet, mais ils n'interagiront pas directement
avec des spécialistes. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai côtoyé, c'est très majoritairement tout ce qui touche le comportement du joueur. Ensuite, effectivement, quand il y a des, comme Dominique disait tantôt, quand il y a des événements qui se passent dans le monde qui ne sont pas liés évidemment aux jeux vidéo, mais que le jeu vidéo est rattaché avec, dans les entreprises elles-mêmes, c'est le genre de choses qui se discutent, puis il y a des études qui circulent. Donc, il y a un lien avec les employés, même si on n'est pas directement impliqué là-dedans. Là. Oui, bien, effectivement, de mon côté, j'ai peu de liens. Là. Moi et mes collègues, là, je dirais, on a peu de liens. Il y a beaucoup de recherches appliquées, dans le fond. Je veux dire, on cherche des applications du côté de l'industrie, donc on va voir des chercheurs, puis on essaie de faire des trucs avec eux pour qu'ils développent des outils qu'on va pouvoir utiliser. Je pense que Ubisoft avait le projet de créer une chaire en intelligence artificielle avec l'Université de Montréal ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment, on va chercher un spécialiste d'une pratique ou d'un contenu X, un peu comme quand ils recrutent un historien, par exemple, pour servir de consultant pour le jeu sur Assassin's Creed, sur la Révolution française. Ils vont voir Laurent Turcot, ils vont chercher un expert externe qui amène ce qu'eux n'ont pas, mais eux se considèrent, à juste titre, évidemment, comme des experts du jeu. C'est quoi le jeu vidéo? Fait qu'ils ne vont pas aller lire de la littérature scientifique ou inviter des gens qui sont des experts des jeux vidéo parce que les jeux vidéo, c'est leur métier et ils connaissent ça. Fait que ça crée une espèce d'incompatibilité un peu fondamentale, si je peux dire, là, sans faire de jeu de mots, sur les gens qui font plus de la recherche fondamentale là, du côté du jeu vidéo. Je sais qu'Electronic Arts avait recruté une chercheure, en fait, une diplômée en maîtrise ou peut-être même de doctorat, je ne me souviens pas, d'une université. Il l'avait embauché pour faire une revue de littérature puis une veille de littérature scientifique. Elle devait lire tous les travaux qui sortent en Game Studies, en études du jeu vidéo, puis faire des résumés, dans le fond, pour l'entreprise, pour voir qu'est-ce qu'il y a à forer, à aller chercher là-dedans qui est intéressant. Et ils ont fini par suspendre son poste après 2 ans ou 3 ans peut-être, là, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'ils se sont dit justement, on peut veiller là-dessus, mais qu'est-ce que ça nous donne finalement en niveau pratique? On est bien mieux d'aller faire des partenariats ciblés avec des gens. C'est un peu ce que j'ai compris de la chose. Je donne 2 exemples. Moi, j'ai écrit, en fait, un exemple. Moi, j'ai écrit un article sur Assassin's Creed en 2011 dans une revue québécoise qui s'appelle Nouvelle Vue, qui est une revue d'études cinématographiques. Donc, j'avais coécrit un article sur Assassin's Creed, puis c'était quoi le modèle de storytelling, la transmédialité, puis comment ça fonctionnait dans la franchise Assassin's Creed et tout ça. Puis, donc, j'ai contacté Ubisoft pour leur dire que j'avais besoin d'une image. Fait que, grosso modo, ils ont demandé à lire le texte pour s'assurer que ce qui était dit dans le texte était correct. Et puis, ils n'ont pas intervenu sur le contenu, fait que c'est très bien. Puis sinon, ça aurait peut-être créé des flamèches. Puis, ils nous ont fourni des images en disant il fallait que la revue dise images gracieusement fournies par Ubisoft, genre, ou quelque chose comme ça. Fait que c'est très correct, mais bon, je n'ai pas eu de coup de téléphone ou quoi que ce soit, ou de discutons donc de votre article sur le transmedia storytelling et tout ça. T'sais. Puis inversement, j'ai écrit un article sur Watch Dogs, j'ai donné une conférence sur Watch Dogs en 2018 et puis je n'ai pas sollicité Ubisoft pour avoir des commentaires ou des choses comme ça parce que de toute façon, je sais que ça va passer par le filtre des ressources humaines. On a souvent invité des gens d'Ubisoft, puis on trouve ça toujours un peu désespérant. On les invite à faire une conférence, puis ils sont chaperonnés par un producteur qui est délégué pour les accompagner ou les surveiller pour être sûr qu'il n'y a pas d'informations confidentielles qui sortent. Ou, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont là, mais on sait qu'ils sont là. Fait que ça, je trouve ça toujours... Fait qu'on ne les invite pas vraiment, parce que tant qu'à inviter des gens qui vont être supervisés par les ressources humaines, tant qu'à ça, on aime bien inviter des gens qui sont des indépendants. Là. Puis je dis Ubisoft, mais c'est probablement la même chose avec les autres studios AAA. Je n'ai pas essayé chacun des studios de Montréal. On a pétitionné plusieurs fois les studios montréalais, en fait, parce qu'on a un laboratoire de jeux vidéo à l'Université de Montréal, dans notre département, qui est financé par la Faculté des arts et des sciences. On a une collection de 5 000 ou 6 000 jeux sans console. Les étudiants peuvent venir les essayer sur des télécathodiques. Tout le gear rétro, là, vraiment, ils viennent sur place et ils peuvent avoir la vraie expérience, qui n'est pas juste de regarder quelqu'un sur YouTube qui joue, puis qui n'est pas non plus de jouer un jeu d'Atari avec un émulateur sur ton ordinateur, avec ta manette de Xbox, avec tes joysticks en parfait état. Ce n'est pas ça la vraie expérience. Là. La vraie expérience, c'est de souffrir, là, puis d'avoir mal dans le creux de la main, puis de trouver que la manette se manipule mal, puis de manipuler les switches sur la console, puis d'ajuster le signal, puis que l'image n'est pas belle. Puis c'est ça l'expérience du jeu vidéo. On essaie de recréer ça. Et donc, on fait le tour des studios, puis on leur demande si vous avez des jeux qui sortent, est-ce que vous accepteriez de nous en envoyer une copie pour que nos étudiants puissent les jouer sur place. Puis en même temps, ça permet de valoriser la production québécoise de jeux vidéo, puis tout ça. Puis, ils ont d'autres choses à faire dans la vie, ces gens-là, que de mettre un partenariat sur place avec nous et tout ça. T'sais. Fait que, voilà.
quelque chose d'intéressant qui est comme un autre angle de quelque chose d'interdisciplinaire sur le jeu vidéo. Je vais faire un lien avec la télévision. On a très peu il nous reste très peu d'archives des premières émissions de télévision parce que lorsque la télévision a été créée, personne n'avait pensé à la question de l'archivage et de l'historicité. Personne n'avait pensé à enregistrer ce qui se passait à la télévision. Et c'est seulement dans les années 50, fin 50, début 60, où les postes de télévision, les diffuseurs vont systématiser un enregistrement. C'est aussi durant le McCarthyisme où il fallait commencer à avoir des preuves que non, c'est pas ça qu'on a dit, de garder un certain archivage. Et je lisais sur le site de Ludov, qui est le laboratoire de recherche auquel participe Dominique, il y a 2 ou 3 de vos étudiants qui travaillent spécifiquement sur la conservation et l'archivage. Sébastien, tout à l'heure, demandait si le champ s'en venait mature. Est-ce que le fait que le champ commence à penser à l'archivage et on est rendu à penser à la conservation, est-ce que c'est un signe de maturité pour un champ, ça? Ben, je dirais que la question de la conservation de jeux vidéo a déjà été mise à l'ordre du jour par les gamers eux-mêmes dans les années 90. C'est là qu'on voit les premiers émulateurs, donc des programmes informatiques qui simulent des anciennes consoles, parce que justement, les consoles sont plus trouvables, les cassettes deviennent obsolètes et tout ça. La question de la préservation est super importante parce que les compagnies elles-mêmes ne préservent pas. Je veux dire, ils n'ont pas de centre d'archivage interne. Il y en a peut-être certaines qui ont une voûte, mais il n'y a pas de pratique systématisée. Donc, c'est sûr que pour nous, si on veut comprendre c'est quoi les jeux, il faut avoir l'expérience de première main. Puis, il faut aussi avoir des témoignages puis des pratiques passées. Fait que l'historiographie, puis la conservation, puis l'archivage, puis la patrimonialisation du jeu vidéo sont des questions à l'ordre du jour parce qu'effectivement, on a perdu les débuts du cinéma aussi. C'est sûr que comme chercheur en études cinématographiques, quand je présente aux étudiants les premières projections cinématographiques, je leur dis, le problème, c'est qu'on n'avait pas de cinématographe pour enregistrer qu'est-ce qui se passait pendant qu'on présentait des images du cinématographe. Parce qu'on n'était pas rendu là, à penser que c'était important de faire ça. Puis, bon, il y a des incendies, des pertes, des vols, etc., etc. Fait que oui, c'est une pratique. C'est un signe que le jeu vidéo, c'est important. Puis que si on veut comprendre c'est quoi les expériences initiales, il faut le faire. Puis ceux qui font des entrevues qui sont plus dans ces méthodes et ces approches-là, il faut qu'ils se dépêchent d'interviewer les gens parce que là, les premiers créateurs décèdent là. On arrive au moment où ces gens-là, ils ont 70 ans puis ils commencent à mourir autour de nous. Là. Non, mais je pense aussi qu'il y a une différence entre les jeux vidéo et la conservation du jeu vidéo et tout ce qui s'est fait avant, de par la nature technologique du jeu vidéo lui-même. C'est du numérique et le développement de technologies pour conserver du numérique est là et c'est fait de façon plus naturelle, je dirais, et plus systématique que ce qui s'est fait par des bandes du 18-19e siècle. C'est un peu plus compliqué à conserver, puis c'est un peu moins permanent que ce qu'on est capable d'avoir maintenant. Donc, dans les 40 dernières années, même les plus vieux jeux ont été sous une forme ou une autre transmis. Puis on est rendu au point où tout ce qui a été fait dans les 30-40 dernières années est rendu sur le cloud. Donc, il y a une presque permanence de ce contenu-là qu'il n'y avait pas de possibilité avant. Là. C'est intéressant que tu parles de contenu parce que Dominique et pour la petite histoire, Jean et moi, on est amis depuis longtemps. Il y a quelques années, je m'étais mis à dire au groupe d'amis que je suis tanné de jouer à des émulateurs, je vais me racheter un NES, puis je vais me racheter les cassettes parce que je suis tanné de jouer sur mon ordi avec une manette qui est sur un modèle de manette de PlayStation. Là. Et je pense que c'était ce vers quoi Dominique allait pour la conservation qu'ils font à la faculté, c'est que ce n'est pas juste le contenu du jeu, c'est le jeu comme, je vais dire quelque chose, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en art, mais c'est le jeu comme objet. C'est le jeu comme expérience. Il parlait et j'ai rejoué avec des manettes de NES, là, ça faisait 20 ans que je n'avais pas touché à ça. Mon Dieu que c'est désagréable. Maudit que ça se joue mal. Puis, je veux dire, on est rendu, moi, je suis un grand fan de séries de sport, bon, de EA parce qu'on n'a pas le choix, là, mais je joue à NHL depuis le premier NHL en 1994 et jouer à NHL 96 sur une manette de Super Nintendo versus jouer à NHL présentement sur la manette ergonomique de PlayStation 4 où tu peux jouer pendant 6 heures, tu t'en rends pratiquement pas compte. Je fais 2 périodes à NHL 95 puis j'ai le goût de me couper les mains. Tu sais.
Je veux dire, est-ce que cette expérience-là, Jean, lorsque vous faites des jeux, est-ce que vous pensez au contenu ou est-ce qu'il y a cette pensée, je ne sais pas comment dire, de l'ergonomie en dehors de l'écran Nintendo était fort pour faire ça, vendre des gadgets, vendre des gimmicks qui venaient avec. C'est quelque chose qui, dans le développement d'un jeu vidéo auquel on pense maintenant, l'espèce d'aspect hors ce que je vois, penser aux mains de la personne, penser. Je ne sais pas comment poser ma question. Oui, on a dans toutes les entreprises, il y a des départements de UX, de User Experience, de plus en plus poussés. Ubisoft, entre autres, est un pionnier dans les dernières années en tout ce qui touche l'accessibilité, le user experience. Mais c'est sûr que de par sa nature, on est dépendant 100% du hardware. Les concepteurs de jeux ne sont pas des créateurs, excluant les trois gros, ne sont pas des concepteurs de hardware. De périphériques, de plateformes. De périphériques, de manettes. Et donc, sont dépendants de ces fabricants-là. Par exemple, si on développe pour de la réalité virtuelle, en grande majorité, que ce soit pour PlayStation VR ou pour Oculus, Vive, whatever, name it, eux développent des périphériques pour rendre les jeux plus immersifs, plus agréables. Évidemment, en tant que développeur, on n'a pas le choix de prendre en compte ces périphériques-là, de voir comment est-ce qu'ils sont utilisés. Mais tu sais, ça va plus simplement sur la manette de Xbox. Mais 99% des joueurs ont une manette de Xbox ou une manette de PS4, PS5. Excluant Nintendo, mais Nintendo développe pour Nintendo, donc j'y pense, je les mets de côté. Et évidemment, tout ce qu'on fait, puis tu sais, c'est pas Pong, là. Pong, c'était gauche-droite, ou en haut, en bas, là. Ça dépend comment tu joues. Tourner en sens horaire ou anti-horaire. Ouais. Le nombre de combinaisons qu'on est capable de faire sur une manette en ce moment est presque infini. Encore plus si tu as des manettes pro avec des triples pads, que tu peux faire des combinaisons comme tu veux. Mais de base, quand tu développes tes actions, tes interactions, tes mouvements, il faut que tu penses à tous ces mouvements-là, puis il faut que ça marche bien, il faut que ce soit agréable. Le user experience, c'est ton premier contact avec ton joueur. Si c'est pas le fun de prendre la manette en main, comme tu dis, par exemple, si tu joues à NHL 92, 93 sur Sega Genesis, comme moi, tasse-toi Nintendo, tu connais rien. On n'est plus à la même place. Tu as un D-pad et 3 boutons. Maintenant, tu as un D-pad, deux thumbsticks, 4 bumpers. C'est comme ça finit plus. Tu n'as pas le choix d'y penser. Avant, tu fais A ou B, puis c'est fini. La limite, c'est plus une limite de hardware de qu'est-ce que tu peux ajouter. On est pratiquement rendu à la limite humaine de qu'est-ce que la personne va être capable de faire avec les 10 doigts qu'elle a. En tout cas, effectivement, oui, tout à fait. À un moment donné, tout le monde n'a pas les capacités motrices. Je veux dire, moi, je joue de la musique un petit peu. Je suis très, très amateur. Mais tu sais, il y a des accords que moi, mes petits doigts, ils ne sont pas capables de faire. À un moment donné, il y a des mouvements sur ta manette qu'il y a des gens ne peuvent pas faire alors que tu développes des jeux pour tout le monde. Il faut que les gens soient capables. Tout le monde n'a pas la capacité d'un joueur pro de Call of Duty qui stream à 350 millions de personnes par jour. Les médias ont récemment fait état donc, de problématiques dans l'industrie du jeu vidéo, là, entre autres sur les questions d'équité, de diversité, d'inclusion. Et là, j'aimerais vous entendre sur ces thèmes-là ici. Où est-ce qu'on en est? C'est une vaste question. Hein? C'est une vaste question, mais on est en plein dedans. Mais on est en plein dedans en même temps que la télé, le cinéma. On n'est pas. Oui, c'est une industrie qui est plus jeune que des industries plus matures, mais la moyenne d'âge des gens dans la force de l'âge, elle est dans la quarantaine. C'est pas si différent de la moyenne d'âge des gens qui travaillent en télé, en musique, dans à peu près n'importe quelle industrie. Je disais, comme Dominique disait tantôt, les plus vieux créateurs de jeux commencent à décéder maintenant. Donc,
ça sous-entend que l'industrie est à peu près au même niveau que tout le monde. Donc, je pense que c'était juste une question de temps que tout se découvre et tous les enjeux sociétaux soient aussi présents en jeu vidéo qu'ils le sont ailleurs. D'autant plus que le jeu vidéo est traditionnellement masculin. Et qui dit traditionnellement masculin dit masculinité toxique. Donc, souvent associé à une résistance à la diversité. Une résistance, c'est un petit terme, là. Mais donc, évidemment, les enjeux sociaux de diversité, d'équité vont frapper plus fort parce que de base, ce n'est pas un milieu qui a été équitable et qui est divers. Ça l'est de plus en plus, mais on n'est pas rendu là encore. Oui, ben, je pense que tu as raison, Jean, de mentionner ça. Puis j'aime beaucoup comment tu l'apportes parce que je sais qu'il y a des sociologues qui travaillent là-dessus, que moi, ce n'est pas mon domaine, là, mais je les croise dans des colloques, fait que j'entends parler de leurs travaux. Puis une chercheure qui s'appelle Emma Vossen, qui est canadienne, elle et bon, il y a toutes sortes d'autres chercheurs autour de ça, notamment en études féministes et tout, qui font des études puis qui argumentent qu'en fait, on trouve dans le jeu vidéo c'est quoi Spearhead? Donc, le jeu vidéo est comme précurseur, puis c'est comme le fer de lance, disons, des mouvements de la droite et de la droite radicale qu'on retrouve dans la société en général. Donc, il y a une petite avance qu'on retrouve dans les réseaux de jeux vidéo, dans les plateformes en ligne, dans les discours en ligne et tout ça. Quelques années d'avance, des trucs qui vont devenir mainstream par la suite, du côté de la droite essentiellement. Fait que là, bon, gauche-droite, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, bon, c'est un autre débat, là. Mais, tu sais, par exemple, le review bombing, ça a été initié pour la première fois dans le grand imaginaire public parce qu'il y avait une chroniqueuse qui passait à Fox News, je pense, pour parler de Mass Effect, qui est un jeu scandaleux parce que tu vas avoir du sexe dans Mass Effect. Fait que là, je pense que c'était CNN ou je me souviens plus c'est quel réseau américain, là, leur segment s'intitulait Sex Box. Puis là, tout ça, puis là, ben, tu sais, il y avait un gars qui défendait Mass Effect en disant attendez, c'est pas ça, là, c'est un récit, tu développes une relation amoureuse tranquillement, hein, puis éventuellement, tu as une scène qui est super tame que tu verrais dans un film classé général, là, parce que tu ne vois pas grand-chose. Puis la dame qui était là, qui était une psychologue, disait non, non, c'est full frontal nudity, puis tout ça. Puis que là, les gamers en colère se sont mis à aller visiter la page Amazon de son livre pour mettre une étoile en disant cette dame-là a témoigné à la télé, puis elle ne connaît pas de quoi elle parle, j'ai aucune confiance en elle. Puis ça. Fait que ce genre de pratique-là de review bombing, ben, c'est étendu depuis à bien d'autres trucs. C'est juste un exemple. Mais ça fait en sorte que, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'ils sont gamers, parce qu'ils ont trippé sur le jeu vidéo, ben, quand le bassin des jeux, puis l'expérience en ligne, puis le milieu en ligne, plein de jeunes hommes anonymes qui peuvent s'exprimer sans punition, sans conséquence, sans surveillance de leurs actes, qu'est-ce que ça fait? Ben, moi, j'étais en ligne dans les années 2000, puis comme francophone, quand tu oses parler, puis tu as un accent, puis que là, tu te fais dumper dessus, puis ah non, moi, j'ai lâché ça, mais j'étais déjà un jeune adulte à l'époque, là. Mais quand tu as 12-13 ans, ben, ça écrème un peu le bassin de gens qui sont peut-être intéressés aux jeux vidéo. Quand, aussitôt que tu entends une voix féminine, tu fais des commentaires en disant ah, on va aller la pogner dans le coin, ou je ne sais pas ce que les demeurés qui sont sur ces plateformes-là font. Fait que c'est sûr qu'il y a une côte à remonter qui est quand même importante. Par contre, il y a aussi un bon côté à ça, c'est que c'est une industrie qui est très, très, très en ligne, qui est très en avance sur les communications et les technologies, ce qui fait que, tu sais, on voit sur Twitter là, toutes les initiatives, là, Dis son nom, puis Balance ton port en France, je pense, puis MeToo, puis tout ça, ça a le potentiel d'être vraiment repris puis circuler largement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Twitter quand ils sont dans le milieu du jeu vidéo comme dans les milieux technologiques. Fait que les chambres d'écho ont peut-être le potentiel d'être plus amplifiées, puis on le voit en ce moment avec Activision Blizzard, là, où est-ce qu'il y a toutes sortes de problématiques de longue date qui ont été mises à jour. Il y a des têtes dirigeantes qui ont été mises à la porte ou qui ont quitté, qui n'ont eu pas le choix, grosso modo, parce qu'on fait état de quand on allait au E3 au début des années 2000, on se prenait une chambre d'hôtel. En tout cas, whatever, là, c'est comme super compliqué, puis je ne maîtrise pas entièrement ça, là, mais il y avait des gens qui faisaient du harcèlement sous le nez et la barbe légitimée des autres cadres. Puis le ménage est en train de se faire là, comme dans beaucoup d'autres domaines. Ouais, ben, je vais renchérir là-dessus. Tu disais tantôt, il y a la chercheuse qui dit que c'est un spirit, donc une tête de pont pour les idéologies de droite. Déjà en partant, d'associer ça spécifiquement aux jeux vidéo. Effectivement, en ligne, tout ce qui est en ligne et virtuel est effectivement, mais tu as le penchant woke de la chose où justement, de plus en plus de publications de jeux vidéo de journalistes qui revendiquent
des idéologies de gauche et d'équité, de diversité, C'est et vrai. très, très fortement, ce qui souvent nous amène à faire des blagues en privé sur les sujets qui sont abordés, étant homme blanc, cis, dans la quarantaine, parce que ça nous concerne moins. Mais bon, on a le droit d'être con aussi. Mais oui, c'est ça. Il y a ce penchant de gauche très, très fort qui, effectivement, qui est tout aussi exacerbé par la virtualité de la chose. Donc, des gens qui n'avaient pas de voix peuvent avoir des voix maintenant. Et ça a, entre autres, créé le genre d'événement, comme tu disais, de Balance ton port, MeToo, et tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé chez Ubisoft, entre autres, chez Activision Blizzard et d'autres. Moi, la première chose que j'ai dit, parce que Ubisoft, c'est la première place où ces événements sont sortis de harcèlement psychologique, harcèlement sexuel chez certains employés. Des gens partant sur une compagnie de 5000 personnes, 15 à 20 000 dans le monde, le nombre de crottés est probablement représentatif de la population normale. Donc, il y en a beaucoup. Oui, puis leur position en haut de la pyramide est représentative de ce qui se passe dans tous les secteurs, comme tu parlais du cinéma. Puis... Effectivement, mais là où j'allais venir, c'est que Ubisoft était les premiers, je travaillais pour Ubisoft à ce moment-là. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est watch out, ça va arriver ailleurs. On n'est pas spéciaux. Même si à ce moment-là, les gens étaient absolument choqués, regardez ce qui se passe chez Ubisoft, c'est une compagnie épouvantable. C'est effectivement des pratiques de travail épouvantables. Il y a des gens qui ont été mis à la porte, d'autres qui n'ont pas été mis à la porte, qui l'auraient dû. Mais c'est comme ça partout. Le jeu vidéo n'avait pas de focus à ce moment-là. C'est tout. Dans l'œil mainstream, le jeu vidéo, malheureusement, reste encore un milieu de jeunes blancs hommes blancs adolescents. Alors que, soyons honnêtes, là, je disais tantôt, les premiers créateurs commencent à mourir. L'âge moyen des gens qui travaillent, je n'ai pas de données précises, mais de mon expérience, l'âge moyen, c'est autour de la quarantaine des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vieux, puis évidemment, il y a des gens qui sont plus jeunes parce que l'industrie croît. Puis, on est 4 ici, tous avant, après la quarantaine, on joue probablement tous à des jeux vidéo. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Non? On parle d'une industrie qui, je cite selon la recherche que j'ai regardée tantôt, qui a 176 milliards de revenus dans le monde. 176 milliards. On est loin d'être c'est loin d'être une industrie marginale. Absolument. Il est temps que ce soit au niveau de la perception mainstream, mais aussi au niveau social, c'est normal que tout finisse par se rattraper. Oui, puis il est temps aussi que les médias couvrent le jeu vidéo en dehors des... quand est-ce qu'on entend parler de jeux vidéo? C'est quand il y a une acquisition, puis il y a tant de milliards qui s'en vont là, ou quand il y a un nouveau studio qui arrive, ça va faire quoi? Tant d'emplois, un investissement de tant de millions. OK, mais je veux dire, jouer à des jeux vidéo, c'est pas juste un état financier, c'est pas juste une colonne de revenus, c'est pas juste un secteur d'emploi. Je veux dire, c'est une activité culturelle. Il y a des cahiers dans le Devoir, à Radio-Canada, il y a des chroniqueurs spécialisés en cinéma, en théâtre, en art visuel, en littérature, etc. Ça prend des chroniqueurs en jeux vidéo, puis ça prend des tribunes pour le jeu vidéo pour qu'on en parle autrement qu'il y a des emplois. C'est quoi le profil des travailleurs? Et parfois, il y a un scandale. Fait que là, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le jeu vidéo fait ça? Est-ce que le jeu vidéo est responsable de ci, de ça? Ben oui, mais on ne peut pas aborder ces questions-là comme ça. Donner l'espace pour aborder le jeu vidéo comme pratique culturelle, c'est aussi cimenter la pratique
de beaucoup de gens qui jouent occasionnellement à des jeux vidéo, qui ne sont pas sur des forums à s'obstiner avec des étrangers sur Internet pour dire qu'ils devraient nerfer tel personnage. Tous ces gens-là ne parlent pas vraiment de jeux vidéo, ils n'ont pas de tribune, ils n'ont pas d'espace. Puis quand parfois tu débarques dans un milieu, puis tu as un drôle de discours, c'est comme weird, puis c'est comme voyons, c'est pas si compliqué, les jeux, c'est le fun. Moi, je joue pour avoir du fun, puis je vois pas le problème, puis il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, blabla. Fait que toutes ces affaires-là s'alimentent par une absence dans l'espace public. Plus on va parler du jeu vidéo comme une forme d'art, parfois, comme une forme de culture, parfois, comme une forme de divertissement, parfois, puis qu'il y aura une pluralité de discours, bien, plus les gens qui jouent vont se sentir légitimés d'en parler. Dans des enquêtes sociologiques qu'on fait, quand on demande aux gens est-ce que vous vous décrivez comme des gamers, il y a plein de femmes qui ne se décrivent pas comme des gamers, même si elles jouent à des jeux vidéo, puis qu'elles rentrent dans la catégorie qui est calculée par le ESA, le Entertainment Software Association aux États-Unis, qui, le premier, a sorti la statistique que 50% des gamers sont des femmes. Bien, ça, c'est une association, il faut savoir, qui fait du lobbying pour l'industrie du jeu vidéo. Donc, leur intérêt, c'est de montrer que le jeu vidéo est partout et très diversifié. Donc, leur définition d'un gamer, c'est quelqu'un qui a joué à un jeu sur un support numérique pendant 15 minutes, je pense, pendant la semaine ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, Wordle, ça fait toi un gamer. Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de jeux vidéo? La plupart du temps, on a une conception beaucoup plus étroite, comme quand on parle du cinéma et de l'industrie cinématographique. La plupart du temps, on exclut certains objets qu'on considère comme étant pauvres ou sans intérêt, ou, etc. Là. Fait que c'est un peu toute cette problématique-là qui est là, mais si on veut arriver à dépasser l'idée qu'il y a des gamers, c'est un petit camp d'hommes masculins, d'hommes blancs qui jouent à des jeux, puis surtout des jeunes hommes qui jouent à des jeux comme Call of Duty, ben c'est pas juste ça le gaming. Fait que faisons de la place pour le reste, puis on va voir émerger tout le reste des pratiques qui existent. Ah, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. On s'entend que le terme gamer, en partant, effectivement, ça sous-entendait des personnes qui jouent à des jeux, qui était un concept assez peu répandu. Avec le temps, le terme gamer, puis je comprends certaines personnes de ne pas vouloir être associées à ce terme-là, même si ces personnes jouent à des jeux vidéo, c'est rendu une catégorie de personnes qui, effectivement, est vocale sur des forums, souvent toxiques, mais personne ne dit jamais que ces gens-là représentent une minorité.